Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Si vous venez de vous réveiller, et bon café si vous êtes en train de prendre votre café. Comme chaque jeudi, je vais avoir l'honneur et le plaisir de vous accompagner pendant 1h30, de 8h à 9h30. Nous sommes jeudi 27 février 2025 et je vais avoir l'honneur et le plaisir de recevoir plusieurs invités. Alors restez avec nous. L'invité de cette matinale, en effet, ce sont deux invités et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés Madame Biara Alaouia, bonjour Madame, et Monsieur Abbassi Abdelkader, bonjour, bienvenue. Ils sont présidents de deux associations très actives sur le terrain et bien sûr, nous allons parler des activités que vous envisagez pour le mois sacré, vu que nous sommes à l'approche du mois du Ramadan. Alors bonjour, bienvenue. Je commence avec vous, Madame Biara. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Alors pour commencer, j'aimerais bien avoir un petit aperçu sur l'association d'aide aux malades cancéreux, justement, dans laquelle vous envisagez plusieurs activités tout au long de l'année, mais en particulier pour ce mois sacré. Notre association, c'est une association d'aide aux personnes atteintes de cancer. Ouais. Donc nous recevons toute personne atteinte de cancer, femmes, enfants et adultes, et hommes, pardon. Je disais que notre association s'occupe de tous les malades, aide financière, aide matérielle, surtout accompagnement des malades durant la période des soins. Oui. C'est une période très difficile pour les malades. Surtout sur le plan psychologique. Sur le plan psychologique, je reviens sur ce plan. Dès que la personne sait qu'elle est atteinte de cancer, elle est anéantie. Et c'est pour cela qu'on est à l'écoute de cette patiente et qu'on la prend en charge sur ce plan. Sur le plan financier, les malades, les bilans sanguins, les bilans radiologiques, les échographies, les scanners, les IRM, ils sont trop chers. Même un fonctionnaire ne peut pas arriver à subvenir à ses besoins. Donc, on les accompagne, on les aide. Et ceci grâce aux bienfaiteurs, parce que nous sommes une association qui n'a pas de budget financier. Et nous sommes une association nationale, un bureau de wilaya au niveau de Béchar. Donc, pour cela, nous sommes à l'écoute des malades, une aide, un accompagnement. Et aussi nous vivons avec ce malade. Nous vivons sur tous les plans, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sanitaire. D'ailleurs, vous avez une petite maison de hôte, on va dire, pour recevoir, pour accueillir ces malades, les accueillir et puis les accompagner tout au long de leur parcours de guérison, on va dire. Et voilà, justement, et là, vous êtes bénévole, vous êtes avec les autres membres qui vous accompagnent tout le temps. Vous avez un programme riche et varié tout au long de l'année. Si vous pouvez nous parler un petit peu de tout ce que vous faites avec ces malades durant toute la prise en charge, on va dire. Tout à fait. Alors, ces malades, en plus quand Béchar, c'est une ville où il y a un service et pour cela, nous sommes très heureux parce que nos malades avant souffraient pour se faire soigner à Oran, à Alger, etc. Maintenant que nous avons un CAC, un centre de lutte anti-cancer au niveau de Béchar, tous les habitants de Béchar sont suivis au niveau de Béchar. En plus, nous recevons des malades qui viennent des autres wilayas et l'hôpital ne peut pas les héberger vu l'hôtellerie est petit, enfin, il peut prendre une quarantaine de malades. Oui. Nous prenons les malades et surtout les malades qui arrivent les jours fériés, les malades les week-ends. Les week-ends, en plus, les malades que nous avons pris en charge pour les rendez-vous, etc. Et c'est pour ça qu'on les héberge chez nous. On les héberge, elles sont nourries. Nourries, logées. Et en plus, on a une voiture qui fait le transfert. On les ramène à l'hôpital tous les matins. Et après leur soin, leur cure, elles reviennent.
Certains malades aussi de chimiothérapie, parce que elles habitent les environs de Béchar et l'hospitalisation est impossible, étant donné que c'est un hôpital de jour. C'est pour cela qu'on prend les malades. Et une malade qui sort des soins, des fois, elle est dans un état altéré et elle ne peut pas reprendre le trajet pour aller, par exemple, à Adrar, Tindouf, les environs de Ils doivent se reposer avant de etc. reprendre le trajet, justement. Il faudrait qu'elle se repose au niveau de l'association pour reprendre sa route, enfin reprendre le trajet pour aller chez elle. Alors, on a parlé du rôle direct entre l'association et le malade. Maintenant, si on parle des activités et du programme annuel que vous envisagez, il y a probablement des excursions, il y a un programme riche, un suivi. Le mois dernier, octobre dernier, c'était le mois rose, donc vous aviez plein de formations, on va dire... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre activité sur le plan, on va dire, culturel? Parce que vous êtes là pour former des médecins, pour assister les malades, former leurs familles, accompagner tout ça. Et puis, il y a un moment où les gens ont besoin de changer d'air, de sortir de l'hôpital, d'avoir une lueur d'espoir. C'est sûr, parce que c'est une cure thérapeutique aussi. Exactement. Quand on sort le malade, on le sort de son stress. Il est toujours enfermé, il ne sait pas s'il va guérir, il est dans un état... C'est pour cela que le malade, on le prend en charge dans tous les domaines, aide sociale et aide sociale et aussi une aide psychologique. Alors vous envisagez des excursions de temps en temps, justement, vous les emmenez vers des hammams, Cette année, nous avons pris des malades pour Hammam Warqa. Warqa, voilà. Et un hébergement qui nous a été offert par l'hôtellerie de Hammam Warqa. Super, il y a Perron C'est ça, la wilaya nous a aidés dans le... Que nous saluons et remercions par la même occasion. Oui. Nous remercions aussi le personnel de la wilaya, ils nous ont aidés pour le transport. Et puis nous sommes partis pour 3 jours. On a fait Hammam Warqa et les environs de Hammam Warqa. Boussebroun, Tiout, etc. C'est une région magnifique à découvrir et ça détend. Et c'était un peu, il faisait un peu chaud. Les malades sont sortis, elles sont descendues du bus aux environs de Bléounif. Elles ont fait de la marche. Très bien. Ça les a reposées. Toujours bénéfique. Elles ont fait une cueille des produits chez du thym, etc. Elles étaient satisfaites. Et puis dans le bus, il faut les voir, on a oublié notre maladie. Très bien, c'est ça le but justement. Et c'est ce qu'on partage avec ces malades. On partage cette satisfaction qu'on n'attendait pas. Comme ça. Je reviendrai vers vous, madame. Bonjour, monsieur Abbassi Abdelkader. Alors, vous êtes responsable de l'association Iptika. Président de l'association Iptika, pardon. Ouais. Elle s'appelle Iptika, c'est bien ça. Iptika, alors, le nom déjà résume le contenu, mais vous avez quand même pas mal de projets pour l'année en général, mais pour le mois sacré en particulier. Effectivement. Alors, donc, on commence par un petit aperçu sur l'association Iptika et on ira jusqu'au programme du mois sacré et annuel. Donc, tout d'abord, merci de votre invitation. J'espère que nous serons ravis de vous accueillir. Pour éclaircir, on peut donner plus d'éclaircissement sur les activités que nous faisons. Et surtout, comme vous l'avez déjà dit, pendant la période du mois de Ramadan. Donc, nous, on a adopté un programme pour l'année 2025. Notre association qui s'appelle Iptikar. Donc, Iptikar, c'est surtout innovation, création, etc. Dans le domaine éducatif. Oui. On s'occupe de jeunes gens, la frange juvénile. En même temps, des gens, des associations ou des gens, des entités, enfin des personnes, soit morales, soit physiques, qui s'occupent des jeunes gens, des gens en général, enfance et adolescence. Dans le cadre, bien sûr, de leur prévention, pour les prévenir de tous les méfaits de la société, bien sûr... déjà les occuper, ça fait déjà les éloigner des fléaux de la société. Donc, maintenant, quel est le contenu justement du programme de l'association, dans le sens, quand on dit Iptika, donc il y a une rénovation, il y a une invention, il y a un accompagnement, il y a des formations. Qu'est-ce qu'il y a au juste au sein de l'association parmi ses membres? Donc, le concept Iptika ou innovation ou création, ce que l'on vit, c'est donner d'autres activités, donner d'autres moyens
de nouvelles idées, justement. Prévenir autrement, donc pas classique, mais un peu innovant. L'innovation, c'est que ça rentre dans le côté éducationnel, bien sûr. La société a besoin de nouveaux moyens pour prendre en charge cette frange de la société, compte tenu, bien sûr, des moyens maintenant qui sont utilisés, les plateformes, smartphones, etc. Oui. Donc, nous, pour cette année, on a prévu justement deux activités principales. Donc, on entend toujours parler des événements artistiques, humoristiques, etc. Oui. Et on se penche surtout sur les moyens dans le spectacle des clowns, par exemple. Oui. Le clown, c'est un moyen justement innovant. Oui, il est ancien mais innovant. L'utilisation, on voit autrement l'utilisation de ce moyen festif pour justement éduquer, pour inciter les jeunes bien sûr, à prendre, à s'acquérir les messages par le clown. D'un côté, le spectacle qu'on utilisera autrement d'ailleurs, on va aussi ouvrir une brèche pour former justement les clowns parce que cette activité commence à les délaisser et puis tout chacun est censé... Donc, on va les former, on va leur donner des techniques nouvelles, comment faire l'habillement, le maquillage, rentrer dans le rôle et tout ça. On va leur expliquer l'origine du clown, comment ça va être. Justement, c'est pas n'importe qui pourrait faire ce rôle. C'est un rôle très important et puis très, on va dire, ça prend une responsabilité. Il faut être vraiment responsable des messages qu'on transmet. Et surtout quand on s'adresse aux enfants, c'est encore plus délicat. Voilà. Les gens pensent que voilà, faire rire des enfants ou faire le clown, c'est quelque chose de facile. Or, c'est vraiment le contraire. C'est très difficile, très délicat. Et puis faire rire aussi en portant tout ça et faire passer un message avec les couleurs, l'habillement et tout ça, c'est pas facile. Voilà. C'est des messages à travers toute... quand on parle d'un clown, c'est un message et c'est des messages. Déjà, il y a une différence entre un clown et un clown, on l'appelle le clown logiste clown, oui. Et il y a le clown qui est le clown humoristique, etc., les origines. Et aussi, la deuxième activité, c'est pour justement insérer les jeunes dans le contexte solidarité. Et comment faire du jeune, c'est-à-dire un homme qui pense à autrui. Donc c'est à travers le côté bénévole. Donc c'est des activités de bénévolat qu'on va justement organiser avec des jeunes, moins de 18 et moins, jusqu'à 7 ans. Donc on va visiter des établissements sociaux, professionnels, éducatifs, par exemple l'hôpital psychiatrique, des centres de prise en charge des jeunes enfants, des enfants en situation difficile. Et aussi, on va insérer parmi les jeunes qui vont profiter ou vont faire cette activité, insérer des gens qui sont eux-mêmes dans une période ou une phase de difficulté. C'est vraiment un accompagnement d'une pierre deux coups. Donc, ils sont déjà dans le besoin d'accompagnement. Ils vont aider d'autres personnes. Ils vont aussi se former pour être là, appuyer et puis transmettre le message que vous voulez vous-même transmettre. Effectivement. Et ça, c'est vraiment c'est magnifique. D'ailleurs, le cadre sacré du mois de Ramadan, spirituellement, moralement et tout ça, ça nous prépare à tout ce genre d'activités, de bénévolat, à caractère caritatif surtout. Ouais. Alors, je reviens vers vous, Madame Biara. Vous avez probablement préparé quelque chose pour le mois de Ramadan, des opérations caritatives, je sais que vous activez pleinement dans ce domaine. Alors, pour cette année, oui. Nous avons commencé bien avant. À préparer avec les malades et les graves malades des régimes sains. Oui. Donc, comme les malades ne mangent pas tout, il faut éviter la conserverie, les conserves, il faut éviter les sucreries, les matières grasses, etc. Donc, on est en train on a déjà préparé des repas sains. Et comment manger à Ramadan, comment passer sa journée. Il faudrait passer sa journée spirituellement, lire le Coran, se reposer,
faire de la marche. Il faut bouger aussi. Oui, faire du sport. Et faire du sport. Nous avons deux catégories de personnes, celles qui ne peuvent pas jeûner et d'autres qui vont jeûner. Donc, celles qui sont sous chimiothérapie ne peuvent pas jeûner. Et celles qui sont sous radiothérapie, selon son état. Oui. Si elle ne peut pas... C'est le médecin qui va dire. Si elle ne peut pas jeûner, donc elle ne jeûne pas. Et celles qui jeûnent, on doit les prendre comme si c'était un ramadan, avec la lecture du Coran, on va faire des boucalettes. Oui. On va faire des boucalettes, on va passer un temps agréable avec les malades. Déjà, l'année dernière, j'ai passé avec les malades. Avoir une famille, un endroit convivial, comme ça, ils vont pas C'est très important parce qu'il faudrait qu'elles se sentent chez elles. Chez elles, exactement. Et un ramadan, comme si elle doit faire... Bon, le ramadan, elle doit le faire et elle doit se sentir non seulement chez elle, mais bien accompagnée, bien entourée, bien prise en charge. L'accompagnement, la prise en charge. Et l'année dernière, je n'étais pas là. J'ai emmené avec moi 7 malades. Oui. À la Mecque. Nous avons passé Umrah Ramadan. Oui. Et cette année, on va faire l'Umrah sur place. C'est comme si on est à l'Umrah. Oui. Le volet spirituel, religieux aide énormément. Des concours de cuisine. Très bien. Et avec, bien sûr, les classements, celles qui classent première, deuxième, etc. Avec on leur remet des petits cadeaux. C'est des trucs qu'elles sont avec plaisir, même si c'est quelque chose de rien. De symbolique, mais c'est le geste qui compte, voilà. Et c'est le geste qui compte, c'est la satisfaction d'avoir bien cuisiné, d'être bien... Bon, alors, à l'approche du mois sacré, justement, vous avez probablement reçu des dons, vous vous préparez à faire des cuisines, vous avez un programme déjà pour le menu qui soit bien respecté, parce qu'ils ont un régime assez strict. Déjà et vous avez un personnel qui les accompagne, justement. Déjà, le menu, c'est déjà fait. On a fait les menus. En plus de ça, cette année, nous avons toutes les associations programmées qu'on doit faire manger les malades au CAC, au SLCC. Très bien. Donc, chaque association prend un certain nombre de journées, 4-5 jours, très bien, de façon à aboutir à... Et c'est ça le rôle du mouvement associatif dans ce genre de situation, c'est de s'entraider, d'apporter un plus justement à la région et surtout aux nécessiteux. Alors on va s'arrêter un petit moment, madame, avant de revenir pour continuer le débat. On s'arrête avec ce VTR qu'a réalisé notre collègue Jawida Baba Ahmed et nous reviendrons juste après. Quelques jours seulement nous séparent du mois sacré de Ramadan. À Béchar, comme partout en Algérie, les préparatifs commencent bien avant. Notamment l'achat des épices et ingrédients spéciaux Harira. Pendant le Ramadan, une affluence spéciale pour l'achat d'épices ici à Béchar, comme Chicha, le fric. Nous à Béchar, on commence par Ras el Hanout. C'est une sorte de cocktail d'épices spécial qu'on lave, on sèche, on les grille pour qu'enfin on les passe au moulin. On nettoie les maisons. Moi, j'essaie de consacrer un espace dédié à la prière dans ma maison. En plus de sa spiritualité, ce mois sacré est répandu par ces belles tables que décorent les femmes avec divers plats délicieux, traditionnels et modernes. Chaque jour, de vrais chefs-d'œuvre culinaires font le bonheur des jeûneurs après une longue et fatigante journée du jeûne, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Quant à moi, il ne reste que de vous souhaiter un bon ramadan à vous tous. ونصوموا بالصحة والهنا. Et oui, les soirées ramadanesques avec du bon thé, avec la retrouvaille familiale, les sucreries, tout ce qui en suit. Alors, je reviens vers mes invités, bien sûr. Vous avez une vie personnelle à vivre à l'intérieur de vos familles, au sein de vos familles. Alors, comment que ça se passe le ramadan, les préparatifs déjà avant d'entamer le mois sacré et pendant d'ailleurs? Alors, il nous reste 2 jours, on va dire, peut-être ça fera peut-être samedi. Nous sommes jeudi. Bien sûr, le nettoyage, Madame Biara, les épices, les achats, les courses. Moi, surtout les achats pour les malades. Pour moi, je n'ai pas pensé, je vais vivre normalement, comme si c'est pas Ramadan. Bien sûr, je vivrai avec mon courant toujours et puis ma vie normale, sans changement. Mais de manière générale, si l'on parle par exemple de la Sawa, la région de la Saoura, il y a toujours des préparatifs à faire dans les familles, au sein des familles. Le problème des femmes, c'est le nettoyage. Pas que ça. La préparation des épices, on voit les achats des gens qui commencent à préparer les épices de la harira, qui vont commencer à faire quelques trucs, par exemple filfla, les poivrons, ils vont les faire cuire et les mettre au congélateur et tout ce qui en suit. Il y a des gens qui font des trucs, surtout pour la femme qui travaille en particulier. Moi, et qui se prépare. Je prépare du jour au jour, normalement. Donc vous arrivez quand même à préparer le jour au jour. Le jour au jour. Très bien. Donc pour la veille, il y a une journée où je serai absente de la maison. Oui. C'est les jours où je mangerai avec les malades au CAG. C'est la veillée du 14. Ah oui. Du 14. Une veillée où j'ai invité Mourchidat, ou un ensemble de groupes qui font des chants religieux. Oui. Et on va faire toujours Bokalet, on va faire des petits concours pour les malades, des petits concours, juste un laps de temps, des petits concours culinaires, de quoi elles peuvent s'abstenir. On va leur apprendre certaines choses, certaines techniques. Et puis la veillée du 27 aussi, on va la préparer en groupe avec l'association et on va passer notre temps à faire la prière, etc. Bien entendu. Et nous avons la journée de l'Eid. Je suis disposée à passer ma journée avec les malades. Donc, je ne pense pas du tout à ce que je dois préparer à la maison, mais ce que je dois préparer. Vous vous donnez pleinement le pour jour votre rôle avec les malades. De bénévole dans un mouvement associatif très actif. Je vous remercie. Je reviens vers vous, Monsieur Abbassi. Alors, comment vous vivez le mois sacré? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous préparez? Vous envisagez un programme, par exemple, au sein de la famille? Alors là, donc. En ce qui me concerne, moi personnellement, j'essaie toujours de cultiver, plutôt de ne pas sortir du contexte traditionnel, bien sûr, en famille, essayer un peu de transférer vraiment les vraies traditions de nos à mes enfants. ancêtres. Mais là, il y a un problème, bien sûr, les deux générations, il y a le conflit de génération, c'est difficile à gérer. Mais quand même, alhamdoulilah, donc on a pu donc avoir une éducation un peu spéciale, donc au niveau de la famille, il y a une entente. Donc, comme vous savez, donc il y a une première, une deuxième, une troisième période. Il y a l'avant Ramadan, il y a pendant le Ramadan, et puis il y a l'après. L'après, c'est bien l'Eid. Bon, avant, c'est les préparatifs. Donc, généralement, comme d'habitude, d'ailleurs, on arrive justement, quand j'arrive justement, avant d'arriver justement ici, la maison est en chantier, donc c'est le nettoyage, c'est le grand nettoyage. Donc, et puis, bon, tout ce qui s'agit comment on appelle les épices et tout, c'est déjà fait, c'est déjà la semaine passée. Tout est prêt, il ne reste plus rien. Ah bah oui, il reste un jour ou deux, franchement. Et là, donc, il y a le côté spirituel, donc, que j'essaie bien sûr aussi de gérer.
On l'a fait la dernière année, je l'ai déjà fait, donc on est en famille. Donc on s'échange, il y a beaucoup de choses qu'on fait, des fois c'est des jeux, on parle aussi de tout ce qui est religieux, Sira Nabawiya, etc. Donc j'essaie donc... C'est justement le rôle de ces soirées, que ce soit... C'est à tour de rôle, à tour de rôle. Par exemple, l'année dernière, on a eu donc Sunna Nabi, donc Risala Rasul sallam, donc à tour de rôle, donc c'est Nabi, c'est ma fille, le grand... L'aîné de mes enfants, c'est à tour de rôle. On essaie de discuter. Justement, il y a des gens qui préparent, par exemple, un programme pour le Khatm al-Qur'an, donc qui se préparent en disant je vais faire Khatma ou deux, mais parfois même plus. Il y en a qui se programment pour la veillée de faire des prières le soir, bien avant les 10 derniers jours. Chacun à sa façon. Il y en a qui font les dons, qui se rapprochent de Dieu par rapport à des actions caritatives, que ce soit à caractère personnel ou dans un cadre associatif. Donc les préparatifs, le ramadan, il est tellement tant attendu que tout le monde est prêt à donner le maximum de soi pour se rapprocher de Dieu et se racheter. Justement, c'est l'occasion. Un dernier mot, madame, avant de clôturer le plateau? Oui. Comme c'est un mois sacré, oui. Donc je dirais... Bon carême à toute la société. Merci. Aux gens de Béchar. Ah ben, je vous remercie. À tous les Algériens, à tous les musulmans dans le monde. Exactement. Donc, bon Ramadan. Et bonne fête aussi, parce que juste après le Ramadan, c'est la fête. Ah ben, j'espère vous recevoir quand même pendant le Ramadan. On va vous accompagner. Peut-être qu'on va venir assister pour la veillée du 14 ou sinon du 27. Vous accompagner. Inch'Allah. Je vous remercie. Un dernier mot, M. Abbassi. Oui, donc moi, à travers donc, votre émission, je salue tous les donateurs de notre association, tous ceux qui, justement, qui sont, grâce à Rabbi Subhanahu wa Ta'ala, donc eux aussi, on arrive donc à réaliser ce qu'on fait. Et puis, Ramadan Moubarak, les gars algériens, spécialement, bon Ramadan à vous aussi, chers téléspectateurs. Nous arrivons à la fin de ce premier plateau. Je vais vous laisser apprécier cette pause musicale et nous revenons pour recevoir nos prochains invités. Restez avec nous.
le chant traditionnel de la région. J'arrive à mon deuxième plateau avec ma deuxième invitée, en l'occurrence Madame Aïcha Regragui, représentante de la direction du commerce, justement pour nous parler des actions entretenues pour ce mois sacré. Bonjour Madame, marhaba bik, soyez la bienvenue. Merci. Alors justement, on va parler du programme qu'a envisagé la direction du commerce à l'approche du mois sacré. Ça a commencé bien entendu. Ça fait depuis peut-être 2 semaines, sinon une dizaine de jours. Mais ça va continuer durant le mois sacré, en parallèle du programme annuel que vous avez de contrôle de qualité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce programme? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est vrai, en prévision du mois de Ramadan 2025, la direction du commerce de la wilaya de Berchar a tracé un programme d'action qui s'articule sur 4 axes principaux. Le premier axe, c'est le volet approvisionnement de la population de la wilaya de Berchar, surtout en produits de large consommation, tels que les produits sucre, alimentaires, le sucre, l'huile de table, le lait, surtout le lait pasteurisé, qui est un produit qui est, c'est-à-dire très demandé durant le mois de Ramadan. Les produits laitiers d'une façon générale, les viandes, viande rouge et viande blanche, les fruits et légumes. Le deuxième axe, c'est le contrôle proprement dit, c'est-à-dire le contrôle routinier qui se fait par des brigades de contrôle, soit dans le cadre du contrôle des pratiques commerciales ou bien le contrôle de la qualité et de la répression des fraudes. Et la direction du commerce de la wilaya de Berchar a consacré 40 brigades qui veillent au contrôle des produits qui sont dans les circuits de commercialisation. Bien sûr, il y a aussi le travail qui se fait dans le cadre de ce qu'on appelle les brigades mixtes, et notamment la brigade mixte commerce et services vétérinaires pour le contrôle de tout ce qui est viande et les dérivés. Pour le troisième axe, c'est les marchés de proximité. Et c'est-à-dire il y a une instruction du ministère du Commerce sur c'est-à-dire sur ces marchés de proximité en prévision du mois de Ramadan et pour leur votre ouverture, information, vous voulez dire. oui. L'instruction concerne l'ouverture de ces marchés. L'ouverture de ce qu'on appelle les marchés de proximité. C'est pour, c'est-à-dire pour que le produit de large consommation soit disponible et à des prix raisonnables aux consommateurs. Il y a 3 marchés de proximité qui sont ouverts. Il y a un marché au niveau de la commune de Berchar, il y a Abadla et le troisième à Qnadsa. Bon, pour la durée de ce marché, il couvre tout le mois de Ramadan et même 1 semaine ou 2 semaines après le mois de Ramadan. Et même avant d'ailleurs, parce qu'on a vu l'ouverture, justement, l'ouverture officielle, c'était le 17 février 2025. Oui. Le dernier axe, c'est le volet sensibilisation. En direction du consommateur et en direction même de l'opérateur économique. Donc, les 4 axes principaux durant ce mois de Ramadan. Pour le volet... Alors, pour la sensibilisation, ça concerne quoi? Juste les dates de péremption, la qualité on sensibilise le consommateur par le biais des médias, tels que une émission radiophonique qui est intitulée Club Consommateur. C'est une émission qui est... On a des images qui passent justement actuellement à l'écran, si vous pouvez... commenter, par exemple. Là, on voit... Donc, ça, c'est un exemple des marchés de proximité, c'est-à-dire en prévision du mois de Ramadan. Et on voit vos services de contrôle aussi sur place, là. Oui. Et il y a le contrôle qui veille au respect surtout des conditions, soit les conditions la chaîne de froid, de conformité de conservation des produits qui se trouvent dans le circuit de commercialisation. Vous avez, par exemple, pour les produits qui sont sensibles, tels que tels que le lait, les viandes, on veille au respect de la chaîne de froid, les conditions d'entreposage, les conditions du respect de la chaîne de froid. Là, vous voyez, c'est une unité de production ou bien une laiterie
on veille au respect des normes d'hygiène, aux normes de la production, aux normes d'étiquetage, le respect de conservation, d'entrepôt. On veille au respect aussi l'affichage des prix. Oui. Donc, il faut que tout produit, on doit afficher le prix de l'article. Vous avez aussi le respect des prix qui sont réglementés. Oui. Parce qu'il y a des produits qui sont à prix réglementé. On peut le café, le lait, oui. Le cas du lait pasteurisé, c'est-à-dire le sachet de 1 litre, etc. Donc, on veille au respect à ces conditions. Pour le travail dans le cadre des brigades mixtes, on veille au contrôle, soit dans le cadre de la brigade mixte commerce, inspection vétérinaire, les conditions maintenant d'abattage, le respect de la chaîne de froid, l'hygiène, la sécurité, l'entreposage, donc même le transport d'un produit qui est périssable doit se faire dans des conditions qui sont favorables de telle façon que le produit ne présente pas un risque pour la santé ou bien la sécurité des consommateurs. Et ces conditions sont régies par une réglementation algérienne, soit qui régit le domaine du contrôle de la qualité, de la répression des fraudes, ou bien qui régit le domaine des pratiques commerciales. Donc, on veille à ce respect. Et pour les brigades, il y a plus de 40 brigades qui veillent au contrôle toute la semaine, y compris les week-ends. Il y a même des contrôles qui se font nocturnes. Parce qu'on sait que le mois de Ramadan, il y a une activité commerciale après le jeûne. Tout à fait. Donc, il y a un contrôle nocturne qui se fait. Il y a aussi, pour l'approvisionnement, si vous voulez que je vous donne un exemple des quantités qui sont... c'est-à-dire que la wilaya de Béchar, l'approvisionnement, on compte une quantité journalière de 18 tonnes d'huile de table. 18 tonnes de 3 marques. Il y a Helio, il y a donc c'est pour rassurer Safia, s'il vous plaît, sans citer les marques, justement c'est pour rassurer la population de la disponibilité des matières essentielles telles que le lait, l'huile de table. Bien sûr, c'est donc pas la peine de s'affoler parce que parfois quand il y a une grande consommation les premiers jours, les gens commencent à visionner, pardon. Donc c'est ça qui cause la rupture. Bien sûr. Donc, il faut les rassurer. Ne pas tomber dans une rupture ou bien il y a des quantités énormes. On produit surtout les produits de large consommation. C'est le cas du lait pasteurisé parce qu'il y a des laiteries. Il y a 2 laiteries privées ici à la wilaya de Béchar qui approvisionnent la wilaya en produits de lait pasteurisé, c'est-à-dire le sachet de 1 litre. Pour la farine et la semoule, il y a voilà, là on voit le marché de proximité qui a ouvert à Béchar. Oui, donc on va les c'est le marché de proximité qui est ouvert le 17 février. Donc vous voyez la disponibilité, surtout les produits de large consommation. Il y a même les produits qui sont non alimentaires. C'est le cas par exemple, les produits électroménagers. Il y a les détergents dans ce marché de proximité. Donc, il y a une disponibilité des produits. Donc, et pour rassurer la population aussi, ça va durer tout le mois sacré. Donc, pas la peine le mois sacré. Et même, pas la peine de se précipiter depuis les premiers jours. C'est-à-dire que voilà, ça va durer. Il ne faut pas avoir peur que ça finisse avant l'heure ou avant le temps. Et voilà, il y a tout le sucre, l'huile, les dattes. Les fruits et légumes. Vous avez Mais surtout les dattes pour le mois sacré, c'est indispensable. Pour le mois sacré la table de Ramadan. Pour les viandes, il y a les viandes d'exportation. Il y a une quantité de... Il y a eu aussi l'ouverture du nouvel abattoir cette semaine. Oui, un abattoir industriel. Oui, tu as un opérateur privé. Oui. En plus, il y a un provisionnement de poulet congelé sous vide de la wilaya de Tlemcen. Très bien. Des quantités énormes. Il y a aussi les viandes congelées de provenance de Brésil.
Donc, vous voyez sur la disponibilité de tous les produits. Il y a une disponibilité presque des produits alimentaires et des produits non alimentaires et surtout les produits de large consommation. Surtout les produits de large consommation, il y a une disponibilité. Donc, il y a le stock qu'il faut pour la wilaya. Alors, si on parle d'entraide entre mouvements associatifs et la direction du commerce, surtout pour les associations de protection du consommateur, est-ce qu'il y a un travail que vous envisagez avec ce genre d'association pour établir, élargir la sensibilisation, le travail de proximité? Oui, le volet de sensibilisation, il fait partie des principaux axes durant le mois de Ramadan. Il y a le volet sensibilisation qui se fait dans le cadre avec l'association de consommateurs. Donc, cette sensibilisation, elle se fait soit par le biais ou bien par le biais des médias. Oui. Des médias, il y a des émissions radiophoniques qui sont hebdomadaires. L'émission est intitulée Club Consommateur. Dans cette émission, on essaie d'inculquer une culture de consommation, une large culture de consommation au profit du consommateur. Il y a aussi une large sensibilisation au profit des opérateurs économiques. Pour la sensibilisation au profit des opérateurs économiques, on essaie d'informer c'est-à-dire l'opérateur économique, toute activité confondue, soit dans le cadre des maintenant les producteurs, soit les opérateurs économiques activant dans la production du lait, farine, semoule, les viandes, etc., pour c'est-à-dire les conditions de stockage, d'entreposage, les conditions d'hygiène, l'assurance qualité d'un produit qui est de large consommation ou autre. On essaie aussi de faire des sorties sur terrain, de sensibiliser le consommateur par c'est-à-dire par des supports informations tels que les dépliants, tels que des brochures, tels que des tables rondes, tels que des émissions radiophoniques, des tables rondes, etc. Alors, pardon, pendant vos visites, avez-vous relevé on va dire des fraudes, des cas de fraude? Bien sûr. Alors, le cas de fraude, il s'agit de quoi au juste et combien si vous avez le nombre? Bien sûr, il y a en parallèle c'est-à-dire des actions de sensibilisation, un contrôle journalier qui se fait par les brigades de contrôle, c'est-à-dire les deux services, soit dans le cadre du contrôle de la qualité de la répression des fraudes ou bien dans le contrôle des pratiques commerciales. Bon, les infractions relevées, c'est-à-dire presque quotidiennement, c'est des infractions qui sont liées soit au défaut d'hygiène, soit un défaut d'hygiène, c'est-à-dire défaut d'hygiène du local, du producteur, de la tenue vestimentaire, des conditions de stockage, etc. Il y a aussi des anomalies ou bien des infractions qui sont liées à la non-conformité des normes, soit des normes qui sont liées à l'étiquetage, parce qu'un produit non étiqueté, c'est une fraude. Oui. C'est une anomalie qui est prévue par la réglementation en la matière. Donc, c'est une fraude. La provenance, la date, la composition, tout ça doit figurer sur l'emballage. Donc, tout ce qui est un emballage, un étiquetage, une appellation, etc. Donc, il y a des mesures qui sont prévues par la réglementation en vigueur. Pour les mesures qui sont prévues par la réglementation, peuvent être des mesures préventives, peuvent être des mesures conservatrices et peuvent être des mesures répressives. Pour les cas des mesures préventives, on essaie, c'est-à-dire de sensibiliser ou bien de mettre en demeure l'opérateur défaillant pour une durée, par exemple, d'une journée limitée. Pour les mesures conservatrices, c'est prononcer une saisie, prononcer un retrait temporaire, prononcer une selon la gravité de l'acte, bien entendu. Selon la gravité de l'infraction, prononcer par exemple une suspension temporaire de l'activité et on peut aller à des mesures répressives, c'est le cas, c'est-à-dire des fermetures,
une fermeture administrative, c'est le cas d'adresse. Poursuite judiciaire. Une poursuite judiciaire, etc. Je vous remercie infiniment, c'était très riche. Je vous remercie pour toutes ces informations. Merci, madame. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce deuxième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons justement pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous. والله شيخي محمد يا بن بوزيان والعار على مولاي احنا تصادوك رهيبه ويا بن بوزيان يا شيخي يا بن بوزيان انا بن بوزيان اي والله شيخي محمد يا بن بوزيان والعار على مولاي احنا تصاره العار عليه يا ونهدي لك 100 راجل غير فلان فلان يا شيخي يا بن بوزيان بالله شيخي محمد يا بن بوزيان والعار على مولاي احنا تصاره العار عليه ويا بن بوزيان يا شيخي بن بوزيان يا شيخي يا بن بوزيان انا بن بوزيان اي بالله شيخي محمد يا بن بوزيان والعار على مولاي احنا تصاره العار Une chanson que j'apprécie et que j'adore, Ben Bouziane avec la troupe de Ferda de Kenadza.
Ravi de vous retrouver. Rebonjour si vous êtes toujours avec nous depuis ce matin. Et bonjour si vous venez de nous rejoindre. Bon café si vous prenez votre café. Et je vous rappelle que nous sommes en direct de la station régionale de Béchar depuis 8 h et nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Nous arrivons à notre troisième plateau et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés Monsieur Harrak Ben Amer. Bonjour Monsieur. Bienvenue, nous allons parler de l'adolescence et les réseaux sociaux et surtout avec l'approche du mois sacré, comme on sait que les gens commencent à trop veiller la nuit. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je remercie Canal Algérie de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion pour débattre un sujet que je trouve si intéressant bien sûr. Marhaba bik, ravi de vous accueillir. Oui. Justement, nous allons commencer par définir cet impact que représentent les réseaux sociaux dans la vie d'un adolescent, parce que justement, c'est la vie moderne qui a fait que voilà, il y a une, on va dire, addiction aux réseaux sociaux. Oui. C'est une addiction, si je peux l'appeler comme ça. Donc, j'ai le grand plaisir de parler et d'aborder ce sujet, malgré que c'est difficile et c'est parfois impossible de faire une liste exhaustive sur ce sujet. On ne peut pas dire tout, en tout cas, mais je m'efforce de dire l'essentiel, de donner des conseils plus pratiques, des informations pédagogiques qui peuvent aider les parents des adolescents et les adolescents eux-mêmes de mieux gérer leur période de vie qui est l'adolescence. Quand on parle, madame, de réseaux sociaux, on l'a défini, c'est l'ensemble des plateformes en ligne qui permettent aux utilisateurs de gérer et de partager un contenu, bien sûr, ou bien de communiquer entre eux. À ce jour, on voit que les réseaux sociaux sont avant tout un véritable phénomène social, de société. Ils sont devenus, sans exagérer de dire, ils sont devenus une forme d'identité sociale et individuelle. Oui. Donc la population à l'échelle mondiale a augmenté de façon spectaculaire au cours des dernières années. On ne parle pas aujourd'hui de quelques dizaines, quelques milliers, mais des milliards. Des milliards sur la planète qui sont connectés à ce monde virtuel. Donc c'est très intéressant de savoir par définition ce qu'on entend par réseaux sociaux. Deuxièmement, j'ai l'honneur de parler sur les inconvénients et les avantages. Je parle des... C'est une arme à double tranchant quand même. Bien sûr. Ouais. Quand je parle des avantages, je parle un peu sans alarmer. Mais quand je parle des inconvénients, j'aurai la douleur, j'aurai un cœur plein de douleur quand je parle parce que les inconvénients comportent des risques sur la santé et des dangers ponctuels, des dangers sur la santé en général. À court et à long terme d'ailleurs. Bien sûr. Oui. Donc en ce qui concerne les principaux avantages, il y en a 6 avantages. On peut les citer brièvement. Les premiers avantages, c'est qu'ils participent à démocratiser l'éducation. Oui. À ce jour, l'information est accessible à travers les médias. On peut accéder à n'importe quelle information médicale, soit-elle littéraire, par vidéo, par image. Il n'y a pas de frontières quant à l'acquisition de l'information. Deuxièmement, ils nous permettent de rester informés sur la situation mondiale. D'abord, à ce jour, à ce moment, à cette minute, je peux savoir ce qui se passe aux États-Unis, comme en Australie, comme en Algérie. Donc, le monde est sous un bouton, je connais ce qui se passe ailleurs. Oui. Troisièmement, elles nous permettent de rester connectés avec les proches. Ça veut dire tout le monde maintenir le lien familial aisément, simplement qu'il peut connecter, qu'il peut savoir discuter, qu'il peut entretenir et bien préserver les relations avec la famille par image ou par son. Quatrièmement, il ouvre la porte à de nombreuses opportunités. Ça veut dire qu'à travers les réseaux sociaux ou les médias sociaux, on peut découvrir certaines professions, on peut découvrir certaines astuces, on peut développer certaines connaissances. Donc, certains commerces aussi. Exactement, même certaines professions. Donc, cinquième avantage, c'est que ces réseaux sociaux, ils nous aident à créer un sens de communauté. Ça veut dire qu'à travers les réseaux sociaux, on trouve un groupe uni. Il permet d'unifier un certain groupe qui partage les mêmes valeurs. Donc on les trouve, donc c'est très facile de se regrouper et de partager des valeurs communes.
Sixième positif, sixième avantage, c'est qu'il nous aide à prendre conscience de façon collective. C'est-à-dire c'est d'une façon, ces médias, ils sont le fer de lance qui permettent de sensibiliser la population sur les sujets mondiaux. Par exemple, le réchauffement climatique, par exemple, la ségrégation, par exemple, les guerres. Donc, il permet de nous prendre conscience sur tas de choses. Ça, en ce qui concerne les avantages. En ce qui concerne les problèmes ou bien les risques, donc, ce qu'on appelle les inconvénients, et que j'ai mal de discuter parce que, en tant que psychologue, en tant que praticien, je connais bien les risques, où ils sont des risques qui sont suffisamment argumentés par des études psychologiques, psychiatriques et psychanalytiques. Le premier risque, bien sûr, c'est que les réseaux sociaux, les médias sociaux, ont un impact dangereux et désastreux sur la santé mentale. Oui. Donc, plusieurs études ont mis en évidence, sans aucun doute, que généralement, les gens qui se connectent, je parle de mauvais usage. Oui. Je ne parle pas l'addiction, surtout, c'est à toute heure, pendant plusieurs heures. D'un usage modéré, je parle d'un usage exagéré et continu, et parfois impulsif. Donc, les réseaux sociaux ont un impact négatif sur la santé mentale, ce qui est prouvé par plusieurs études médicaux qui ont prouvé la corrélation entre l'accroissement de l'anxiété, l'accroissement de la dépression, la survenue de la dépression et la solitude, aussi que l'automutilation. Oui. On peut les voir, par exemple, chez les enfants. Tout le monde sait manque de concentration sur la grande baleine. Par exemple, c'est l'automutilation, c'est le suicide. Deuxièmement, c'est le facteur de risque aussi, il favorise l'addiction. Donc, il favorise l'addiction. Plus d'un jeune sur 4, il souffre de cette addiction. Ici, le téléspectateur doit connaître que l'addiction, il y a deux formes d'addiction. Il y a l'addiction avec des substances, ça veut dire l'addiction au tabac, l'addiction au cannabis, l'addiction à l'alcool. Il y a l'addiction sans substance. C'est l'addiction, par exemple, aux réseaux sociaux, c'est l'addiction aux communications sur WhatsApp, c'est l'addiction aux vidéos. C'est une forme d'addiction dans la mesure où la personne ne peut pas s'abstenir. Ça veut dire que c'est une dépendance impulsive vis-à-vis d'un produit ou vis-à-vis d'une image ou vis-à-vis d'une forme de communication, etc. La personne se sent tout simplement mal à l'aise si elle ne reçoit pas de message, si elle ne reçoit pas de... Tout simplement parce qu'il ne peut pas supporter le syndrome de manque. Oui. Lorsqu'on parle d'addiction, automatiquement on parle de syndrome de manque. D'accord ? Comment il doit réagir ? On ne peut pas supporter le manque de ces réseaux sociaux dans lesquels il s'est habitué de plonger chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Troisième risque, c'est qu'elle donne des lieux à des dérives. Ça veut dire quoi? On parle souvent de la cybercriminalité. Oui. Tout le monde sait la cybercriminalité. En parallèle, il y a la cyberharcèlement. Il y a le vol des informations personnelles. Oui. Il y a la transgression des espaces privés de vie. Il y a tant de criminalité qui est autour avec. Ou c'est facilité par l'anonymat. Ceux qui postent ces gens sont généralement anonymes. Ils manipulent comme ils veulent derrière un écran bleu. Le quatrième risque, bien sûr, c'est un impact trop difficile. Il a des conséquences désastreuses sur la vie mentale et psychologique de la personne. C'est qu'elle impacte à communiquer dans la vie réelle. Ça veut dire on voit que malheureusement, les relations interpersonnelles se rétrécissent. On voit qu'il y a une diminution des relations familiales, une diminution des relations interpersonnelles qui s'est située par le monde virtuel. Malheureusement, il y a aussi la timidité qu'on observe chez les gens, il y a le manque de confiance en soi chez les ados, chez les adolescents. Oui, surtout. Cinquième risque, c'est qu'elle rend moins vif l'esprit. Ça veut dire que l'accoutumance ou l'addiction aux médias numériques, il touche négativement le développement cognitif. On voit aussi la réduction de la capacité de développer un esprit critique. Donc on voit
Diminution de difficile. concentration déjà, ça commence par là. Ça si on commence se par une concentre baisse. pas, voilà. Baisse de la concentration et trouble de l'attention, ce qui est mal encore. Aussi, le dernier inconvénient, c'est bien qu'il réduise les liens sociaux. On voit qu'il n'y a plus de chaleur humaine, il n'y a plus de présence humaine. C'est bien, c'est l'Internet, c'est tout simplement le monde virtuel. Il a substitué la famille, il a substitué la chaleur humaine. Donc, ce sont tous des risques, ou ils sont des risques qui sont suffisamment prouvés par des études psychiatriques. Et donc, tout simplement, on ne peut pas parler de s'abstenir complètement, mais on doit faire le bon usage, on doit faire un usage modéré. C'est là où intervient le rôle des parents, justement, pour surveiller, pour suivre, justement pour mettre les points sur les i concernant les heures d'addiction, justement. Alors, si l'on parle du mois de Ramadan, on sait que les soirées sont de plus en plus longues, les enfants sont de plus en plus, on va dire, accrochés sur les écrans, que ce soit télé, téléphone, jeux. Alors, comment faire déjà pour surveiller et éviter cette addiction, sachant que c'est le moment favorable pour ce genre d'addiction, y compris les vacances? En ce qui concerne le mois de Carême, il y en a quelques jours, nous serons dans un mois sacré, qui est Ramadan. Donc, c'est un mois de culte, c'est un mois de sublimation spirituelle, c'est un mois d'autocritique, c'est un mois de revoir notre vie, de jeter un regard en arrière, jeter un regard en avant. C'est un mois de pardon, c'est un mois de solidarité, c'est un mois d'amour. C'est tout ce qui peut se résumer dans les cultes de Ramadan. Malheureusement, la dérivation et la mauvaise compréhension que c'est un mois tout simplement de consommation, c'est un mois de faire ce qu'on veut. Non. C'est un mois qui est codé par une législation divine. C'est un mois de culte, c'est un mois de sublimation. On voit malheureusement les mauvaises habitudes alimentaires. Oui, à commencer par l'alimentation, exactement. Sachant bien, madame, que l'éducation alimentaire, à ce jour, les médecins, les grands chercheurs, ils inculquent l'alimentation dans la jeunesse des maladies chroniques. À ce jour. La consommation excessive de sucre, la consommation excessive de la farine, la consommation excessive des sels, donc ils sont derrière plusieurs maladies chroniques. On sait bien que les médecins nous parlent ici des trois blancs déjà. Des trois blancs. On parle aussi, madame, d'un concept très très important, c'est la résistance à l'insuline. Donc, parfois, on se croit que les diabétiques sont diabétiques. Non, on est loin. Non, on n'est pas loin. Dès que tu manges excessivement du sucre, tu disposes ton corps à avoir une maladie diabétique. Type 2. Type 2, exactement, parce que nos cellules ne permettent plus de stocker et d'oxyder le sucre, donc par excès de sucre. Deuxièmement, c'est l'éducation alimentaire. Le jeûne, c'est une thérapie. Oui, ça résume tout. Le jeûne, c'est une thérapie. Plusieurs cancérologues, plusieurs diététiciens nous conseillent de faire un jeûne au moins une journée ou 2 journées dans la semaine, pour que le jour se désintoxifie, pour que le foie se débarrasse de toutes ces toxines organiques et biologiques. Même les Occidentaux ont commencé à s'orienter vers des heures de jeûne, tellement ils ont compris que voilà, ça aide le corps. Conformément, parce que le bon Dieu, il nous a réglé la vie, il nous a donné un régime de vivre. Et conforme à notre organisme, bien sûr. Il nous veille le bonheur, bien sûr. Donc, c'est un problème qu'on doit le corriger. Comment? Par la pédagogie, par les séances d'Oros Jumu'ah, par exemple le côté religieux, par la pédagogie, par le savoir-faire. Tout simplement, qu'on peut remettre en cause un peu de tiroir, qu'on peut remettre en nature notre corps. Deuxième facteur de risque, c'est bien sûr, c'est le manque de sommeil. Le manque de sommeil qui est un problème de fond
Tout le monde dort tard vers 4h, 5h, c'est trop dur. Ce qui n'est pas recommandé par la religion. Si l'on parle de la religion, c'est après Salat Tarawih, on va dormir et on se réveille pour le Fajr pour faire comment on appelle Sunnat Tarawih. Non, après Tarawih, le matin, pour manger seulement. Suhoor. Suhoor, voilà, pour se réveiller pour Suhoor. On mange. Et on commence sa journée normale. Bien sûr. Alors, si on a bien dormi la nuit, bien sûr, on est en forme le matin. Maintenant, si on a fait une nuit blanche, eh ben, ça bascule tout. Ça bascule tout, en sachant bien qu'un mécanisme qui s'appelle le stress oxydatif. Ouais. Ça veut dire quelqu'un qui ne dort pas, mieux, demain, son corps, il va souffrir parce qu'il est stressé, parce qu'il a un stress physiologique très, très énorme. Et qui se répercutue, bien sûr, sur la santé, sur la digestion. Exactement, qui sera, bien sûr, qui sera un facteur causal pour les maladies, où il va biologiquement, il va bouleverser toute notre horloge biologique. Sachant bien que notre corps est réglé, je rappelle les gens, les téléspectateurs, que notre corps il est réglé par deux systèmes. C'est le système nerveux, le système endocrinien. Donc les mauvaises habitudes comportementales et alimentaires, ça va tout bouleverser, ou ça va nous faire entrer dans un amalgame de maladies. Justement, je vous remercie pour toutes ces informations. Vous avez un dernier mot à ajouter juste avant la clôture du plateau? Quelques jours, on serait dans le mois de Ramadan. J'espère que ce sera un mois de prospérité, un mois de sublimation, un mois surtout de solidarité avec les personnes vulnérables, avec les personnes diminuées. وتقبل الله الصيام كل الأمة الجزائرية والشعب الجزائري. والشعب المسلم أيضا. شكرا لك Monsieur Harak. Je vous remercie infiniment pour toutes ces informations. Nous arrivons à la fin de ce troisième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons pour recevoir notre quatrième invité et dernier plateau. Restez avec nous.
voilà, c'était une pause musicale. Nous revenons à notre plateau. Bonjour d'Algérie en direct de Béchar. Et nous arrivons à notre quatrième et dernier plateau. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés Dr Nabia Nazia, chirurgien dentiste. Bonjour et bienvenue. Bien le bonjour Ikram et bien bonjour aux téléspectateurs aussi. Merci. Alors, nous allons parler justement de la mauvaise haleine de manière générale, en particulier durant le jeûne, durant le mois sacré. Alors, les causes déjà et comment justement régler ce phénomène. Alors, la mauvaise haleine ou l'halitose, c'est un problème qui est trop répandu au cours du jeûne, au cours du mois de carême. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Il y a les facteurs locaux, des facteurs qui sont dits digestifs et des facteurs qui sont liés carrément au jeûne. Les facteurs locaux, tout simplement, si on ne respecte pas l'hygiène bucco-dentaire, s'il y a une accumulation des aliments, s'il y a aussi une prolifération des bactéries qui est due à des maladies d'ordre parodontal, à savoir les gingivites et les parodontites, aussi les problèmes qui sont digestifs, c'est-à-dire qu'on peut avoir des reflux gastriques ou bien qui sont dus à notre alimentation carrément, à savoir les aliments qui contiennent qui sont odorants, tels que l'ail, oui, l'oignon, le café, ainsi de suite. Ah, le café aussi. Ah oui, parce que ça provoque des mauvaises odeurs aussi. Et des facteurs qui sont liés au jeûne. Alors, quand on est en mois de carême, le mois de Ramadan, le jeûne, il fait à ce que notre corps passe de la dégradation du glucose vers la dégradation des graisses. Et c'est ce qui provoque la dégradation, la formation des corps cétoniques. C'est-à-dire qu'il y aura de l'acétone qui sera dégagé par la respiration. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est une odeur qui ressemble à un goût, c'est une odeur fruitée et qui ressemble à du métal. D'ailleurs, on rencontre ça aussi chez les gens qui font les régimes, les régimes sans sucre. Donc ce passage-là fait que tout ce qui est tout à fait naturel, on peut avoir une halitose au cours du mois de carême, au cours du mois de Ramadan. Alors, on va simplifier un petit peu le vocabulaire pour les personnes qui ne sont pas du domaine, justement. Je reviens vers les causes. On a parlé de l'hygiène bucco-dentaire. Locaux. C'est le nettoyage, bien sûr, la brosse à dents après chaque repas et tout ce qui en suit. On a parlé d'inflammation de la gencive, donc, les gingivites. tout ce qui en suit. Il y a aussi le facteur du reflux gastrique, tout ce qui est problème de l'estomac. Pour faire un résumé donc simple et direct. Donc, si on garde notre bonne hygiène bucco-dentaire, si on élimine, enfin on ne peut pas éliminer, mais les aliments aussi, vous avez parlé d'aliments. Oui, bien sûr. Et surtout, le café, ça je ne l'aurais jamais deviné parce que de nature, on dit que le café absorbe les odeurs. On le met dans le réfrigérateur pour absorber des odeurs. Figurez-vous, madame, que ça provoque une autre chose, ça provoque une déshydratation, ça provoque la sécheresse buccale. Donc, quand on parle jeûne, on parle déshydratation, oui, on parle d'une bouche qui est pâteuse, oui, et cette sécheresse cause de la prolifération des bactéries. C'est ce qui cause l'odeur. Exactement, voilà. Donc, en évitant la consommation accrue de café, on va diminuer un petit peu notre halitose ou bien la mauvaise haleine. On a parlé aussi des reflux gastriques, oui, ou de la consommation des aliments odorants, à savoir les épices aussi. Les épices, l'ail, l'oignon, surtout cru, ça provoque la mauvaise haleine. Est-ce qu'il y a des astuces? Oui, pour l'ail, il y a toujours des astuces, heureusement. C'est bon pour la santé. On ne peut pas carrément le radier du menu, mais comment? Cuit, il faut le cuire. Il faut bien cuire. Ah, cuit, donc il faut éviter de les manger, surtout crus. Et trop. Trop de trop, ça fait trop. D'accord. Donc, il faut éviter de les consommer crus. Aussi, on peut utiliser des astuces grand-mère, comme la mastication de feuilles de persil. Persil. Exactement. Les feuilles de persil, la consommation aussi, le fait de mâcher les graines de fenouil et les clous de girofle.
après le repas, après l'iftar et et le girofle, le persil, ça je connais. Oui, après les repas, ça va Grain de aider fenouil, ça aide à aussi. éliminer, comme vous avez dit, cette odeur nauséabonde du jeûne. Oui. Alors, les caries dentaires, est-ce que ça cause des odeurs? Ah oui, bien sûr. Je La suppose présence que oui. de caries dentaires, la présence de tartre au niveau de la bouche, la présence de gingivite. Qu'est-ce que c'est que les gingivites? C'est justement les la présence de inflammations. tartre. Ça, tout ce qui est en rapport de maladies orales et dentaires, ça va provoquer une odeur. Même parfois, on a de gros amygdales, c'est ce qui provoque l'accumulation oui. des résidus aliments, des des résidus alimentaires au niveau des amygdales. Du coup, on aura une mauvaise haleine. Donc, il faut toujours, si on a une mauvaise haleine, il faut chercher la cause pour l'éliminer. On peut tout de même essayer de la minimiser, mais il faut chercher la cause. Alors, sur un plan dentaire, on reste sur comment régler les soins. causes. Comment Donc, régler? Les soins, voilà, les soins. Parce qu'on sait que généralement, les gens évitent de se faire soigner durant le mois sacré. Et voilà, ils s'orientent vers le dentiste un mois, on va dire, jusqu'à 2-3 mois avant le mois sacré. Tout à Qu'est-ce fait. qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup de gens essayent de consulter au niveau du dentiste avant le mois de Ramadan. Malheureusement, la cause de la consultation, elle est toujours un petit peu erronée. Ils essayent de soigner leur carie afin de pouvoir manger tout ce qui est sucré. Ah, d'accord. Pour bien Ça manger, ne fait alors. que nous poignarder, nous, les dentistes. Mais on aimerait bien recevoir des gens. Il y a toujours des malades qui consultent pour cette raison-là. Hein. Mais on peut avoir des consultations pour l'élimination de mauvaises haleines. Il y a des gens qui viennent et qui consultent justement pour éliminer ce problème. Parfois, c'est un vrai problème social, carrément. Les gens se plaignent d'une mauvaise haleine et vis-à-vis les couples, vis-à-vis la société elle-même, l'entourage lui-même, ça c'est dérangeant. Du coup, pour éliminer ce problème, il faut éliminer la cause. C'est-à-dire, si on a des caries, on doit les traiter. Si on a des problèmes hygiéniques, d'ordre hygiénique, hygiène bucco-dentaire, il faut savoir consulter d'ailleurs, et il faut savoir comment on fait pour se brosser les dents. Alors, par rapport au problème d'acétone, la dégradation, la production de corps cétonique, il faut juste diminuer la consommation de produits gras. Comme ça, on pourra avoir une bonne santé. Les médecins vont être heureux, exactement. On va faire des heureux. Et d'un autre côté, on va éliminer les corps cétoniques qui vont être dégagés, à savoir l'acétone. Aussi, on a parlé des reflux gastriques. Si on voir un traite, gastrologue. Voilà, il faut voir son médecin. Tout simplement, si on a des problèmes d'amygdale, il faut traiter. Amygdalite, les enlever carrément. Tout à fait. Oui. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Sinon, on peut utiliser d'autres astuces telles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé. La sunna dit qu'on peut utiliser le siwak au cours du jour, de la journée, au cours du jeûne. Du jeûne, exactement. Ah oui. Mais à condition, c'est de ne pas avaler sa salive, voilà. Ce qui est tout à fait normal. Aussi, on peut utiliser les bains de bouche. Oui, c'est utilisable. Vous pouvez utiliser les bains de bouche à condition qu'ils soient... pas avaler aussi. Voilà, qu'on ne les avale pas. Le brossage. J'incite les gens à se brosser les dents. Le brossage dans les journées normales, c'est à titre de 3 fois par jour. C'est après le Sans oublier repas. de brosser la langue. Je vais en revenir. Alors, le brossage, c'est après l'iftar et surtout après le suhour. Les gens ont tendance à manger vite, rapide après le suhour et ne se brossent. Se recoucher, voilà. Exactement, ils se recouchent, sinon ils aillent prier. Ben non, il faut se brosser les dents. Et ça rentre dans notre religion. Il ne faut pas, comment dire, il ne faut pas c'est-à-dire qu'en prenant soin de notre bouche, on n'est pas juste en train de prendre soin le mal aux autres, c'est-à-dire exactement, voilà. On ne va pas leur faire endurer quelque chose quand même, c'est nuisible, ça reste... Tout à fait, tout à fait. Oui. Donc on ne nuit pas notre entourage. Donc on peut utiliser les astuces que j'en ai déjà citées.
Et si ça persiste, il ne faut pas hésiter à consulter son dentiste. Vous m'avez dit, est-ce qu'il est possible de consulter chez le dentiste au cours du mois de carême? La chose que bah, la oui, bête noire des jeûneurs, justement, c'est que voilà, ils ont peur de consulter, ils en rater ont leur peur, jeûne. et pourtant, il n'y a rien qui dit que il est défendu d'aller chez le dentiste en mois de Ramadan. Non, vous pouvez venir, il y a plusieurs Quels sont les soins. cas qui peuvent justement consulter? Quels sont les cas? On va citer le détartrage qui est de 1 bénéfique pour la mauvaise haleine, de 2 c'est un soin qui est très nécessaire pour la santé humaine. Le détartrage ne peut rompre en aucun cas votre jeûne. Oui. Les soins dentaires, il faut aussi savoir que l'anesthésie locale, elle ne rend pas le jeûne. Les traitements prothétiques, les traitements orthodontiques, la prothèse dentaire, tout ce qui est prothétique, et les traitements orthodontiques, les ODF. Oui. Ça, voilà, donc, alors, ce qu'il faut éviter, enfin, je ne dis pas qu'il faut éviter, quand il n'y a pas urgence pour faire une extraction, il est préférable d'éviter les extractions au cours. Mais quand il y a urgence, ça ne rend pas le jeûne. Ah oui, bien sûr, là, c'est la santé humaine qui rentre en jeu. Donc, notre prophète et notre religion nous dit qu'il est au contraire, vous devez rompre votre jeûne parce que vous êtes malade et vous allez avoir les deux ajr. Ajr la maladie, ajr le fait que vous avez pris cette comment dire le tasrih. D'accord. Tasrih min 'and Rabbna. Donc voilà. Mis à part ça, on était en train de parler des soins possibles au cours du mois de carême. Vous pouvez aussi... Alors, j'ai parlé des gingivites et du détartrage. Oui. Là, je voulais soulever un petit volet par rapport aux gingivites et des maladies parodontales. Les gingivites et les maladies parodontales, alors il faut savoir tout ce qui est... Quand je dis parodontal, c'est tout ce qui entoure la dent. Le parodonte, c'est tout ce qui entoure la dent. Il s'est avéré, et les dernières études ont démontré que quand on a une bactérie au niveau de la bouche, tout ce qui touche le parodonte, ça peut provoquer d'autres problèmes. C'est en liaison avec d'autres maladies, à savoir le diabète, les maladies cardiaques, cardiovasculaires, et aussi l'Alzheimer. Donc, en prenant soin de votre bouche, vous prenez soin de votre santé générale. Ce n'est pas juste votre bouche. Donc, il n'y a pas lieu à altérer ces traitements au cours du mois de Ramadan, du mois sacré. D'accord. Alors, on sait que les gens vont consulter bien avant le Ramadan. Est-ce qu'il y a eu des cas, anecdotes, je ne sais pas, pendant les consultations pour justement les préparatifs de Ramadan? Alors, les anecdotes, j'en envoie tous les jours. La meilleure, c'était la semaine dernière. J'ai reçu une vieille femme. Enfin, je ne vais pas dire une vieille femme, c'est une femme qui est extraordinaire. C'est une femme d'un certain âge qui a consulté. Elle est venue vers le côté médical et on m'a interpellée justement parce qu'elle avait une carence en vitamines. Pourquoi notre maman n'avait pas une prothèse dentaire? Alors, elle avait des difficultés pour manger. Elle n'a pas cessé de me dire, vous devez me réaliser une prothèse dentaire avant le mois sacré. Moi, je veux faire le carême. Je ne veux pas reprendre mon jeûne parce que je n'ai pas de prothèse. Parce que là, le médecin l'avait interdit de faire le carême. Du coup, on voit ce genre de consultation assez souvent et ça nous fait énormément plaisir de voir des gens d'un certain âge aussi intéressés à ce mois sacré. C'est quelque chose qui est incrusté dans la société algérienne. Tout à fait. Je vous remercie infiniment pour toutes ces informations, chers téléspectateurs. Nous arrivons à la fin de notre rendez-vous. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain sur la même chaîne. Bonjour d'Algérie, en direct de Béchar. Je remercie mes invités qui ont répondu présent à mon invitation, l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin. Et je vous dis au revoir et bonne journée et bon Ramadan à avance. Au revoir. سيدنا
على الصاغ